J'étais satisfaite à la fin de la journée si je voyais que j'avais pas dépassé tant de calories dans ma journée. Il n'y avait pas de féculents, il n'y avait pas de tout ça. Il y a des journées, j'étais au bord du malaise en fait. Quand je sortais, j'espérais que j'allais croiser personne que je connaissais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de faire cette nouvelle vidéo YouTube avec vous et avec Romane Bonjour. qui est ici avec moi aujourd'hui car on va parler des troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde aujourd'hui, on n'en parle pas assez. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Romane va pouvoir nous parler de son histoire, de comment elle a réussi à s'en sortir. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo et on commence tout de suite, c'est parti. Tu vas bien ? Oui, ça va. Contente de faire cette vidéo, Oui. de parler de ton parcours Oui. un peu. Qu'est-ce que c'est les troubles du comportement alimentaire? C'est une dérégulation de la prise alimentaire avec des compulsions ou au contraire une suppression et une privation des aliments qui peut conduire à des conséquences comme de l'amaigrissement, de l'aménorrhée ou encore une prise de poids et des conséquences surtout sur l'aspect physique mais aussi psychologique. Du coup Romane, de quel trouble du comportement alimentaire as-tu souffert? Explique-moi un petit peu. Ouais, du coup, depuis mes 16-17 ans, donc j'ai commencé à souffrir d'anorexie mentale. Tu as 20 ans aujourd'hui. Ouais, donc j'ai 20 ans aujourd'hui et j'ai été diagnostiquée quand j'avais 16 ans. On peut faire justement une petite parenthèse sur l'anorexie mentale. Moi, je vais expliquer ce que c'est, mais toi, comment tu pourrais décrire ce trouble que tu as eu? C'est un sujet complexe. Oui. Pour moi, l'anorexie, c'est un trouble déjà qui est psychique. Ça ne concerne pas que le physique, parce que c'est vrai que quand on parle d'anorexie, on a tendance à voir toujours l'anorexie comme quelqu'un qui va être très amaigri, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans la tête. C'est un trouble qui tourne autour de l'obsession. Et ça va être principalement une restriction alimentaire où on va avoir envie de supprimer des aliments. Ouais. Il y a aussi tout ce côté de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est se regarder dans le miroir et se déformer physiquement. Enfin, par exemple, moi, quand je revois des photos de moi il y a 2-3 ans de ça, j'ai conscience sur ces photos que j'étais très amaigrie. Et moi, dans le miroir, je me regardais et je me disais, bah non, il faut encore que je perde du poids. C'est un trouble de la perception corporelle. Mais en fait, les proches autour se rendent compte que tu perds du poids rapidement et c'est là que ça commence à inquiéter. Alors justement, comment ça a commencé? Ça a commencé comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression, au premier confinement. Donc du coup, j'avais 16 ans et puis à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de me remettre en forme, entre guillemets. J'ai commencé à suivre sur les réseaux des comptes de sport, etc. Parce que j'avais déjà des complexes quand même sur mon corps, mais à ce moment-là, je m'en rendais peut-être pas forcément compte. Et ensuite, ça me convenait pas. Ça me convenait toujours pas, donc je me suis dit je vais essayer de faire un petit peu plus attention à ce que je mange. J'ai essayé de manger plus maison entre guillemets. Je commençais à un peu bannir des aliments de mon alimentation. Au début, je bannissais plus, c'était les gâteaux, les choses que j'allais considérer comme trop sucrées. Et après ça, en fait, ça s'est enchaîné très vite. Parce que là, du coup, les cours ont recommencé. Et j'ai commencé à me dire, là, ça va plus être possible de manger au self, en fait. Je savais que le midi, il fallait que je mange. Sauf que quand je mangeais au self, en fait, après, il y avait ce sentiment justement de culpabilité qui revenait et qui était extrêmement présent, ce qui fait que toute l'après-midi, j'étais en cours, je pensais qu'à ça. Quelle était justement la solution dans ta tête? Ce que j'ai arrêté de faire, c'est de manger au self et je rentrais manger chez moi le midi. C'était pas des repas très équilibrés, c'était très restreint. Il n'y avait pas de féculents, il n'y avait pas de tout ça. C'était vraiment, je voulais juste manger des légumes et je m'arrêtais là, quoi. Est-ce que toi, tu avais ce sentiment de vouloir absolument te débarrasser de cette nourriture? Est-ce que tu faisais beaucoup d'activités physiques? Du coup, à la rentrée de septembre, là, j'allais courir beaucoup. Tu courais pour ton aspect physique, mais pas pour te sentir bien et pour faire du sport parce que tu sentais que tu en avais besoin. Non, et puis à ce moment-là, même j'avais une montre connectée, je voulais juste regarder dessus le nombre de calories que j'avais brûlées sur la montre. Est-ce que ça t'est déjà passé par l'esprit de vouloir te faire vomir ou prendre des laxatifs? Laxatifs, oui. J'ai déjà fait pendant quelques temps. Après, du coup, en fait, ça dérègle tout ton système, tout ce qui est digestif, intestinal, ça dérègle tout. Après, pour ce qui est de se faire vomir, moi, je l'ai jamais fait. J'ai déjà pensé à le faire. J'ai déjà essayé de le faire. En fait, c'est un peu peut-être paradoxal, mais moi j'ai très peur de vomir. Et du coup, ça me frustrait d'autant plus de me dire, j'ai pas le choix de garder tout ça en fait. Parce que justement, je vais faire une petite parenthèse. Là, on parle principalement de l'anorexie mentale, mais vous pouvez aussi être concerné par tout ce qui va être la boulimie ou l'hyperphagie. La boulimie, ça va être une prise alimentaire incontrôlée et en quantité importante et récurrente, avec ce sentiment de vouloir se débarrasser de la nourriture. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle du poids, ça ne va pas forcément se voir physiquement. Ensuite, on va avoir l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie, c'est des prises alimentaires excessives. Et en fait, la différence avec la boulimie,
c'est que l'hyperphagie, on va pas avoir ce sentiment de vouloir se débarrasser de la nourriture. Il va plus y avoir ce sentiment de grosse culpabilité, mais on va pas vouloir forcément se débarrasser de la nourriture. Donc là, ça va se voir au niveau du poids, c'est-à-dire que les personnes souffrantes d'hyperphagie vont souvent être en situation de surpoids ou d'obésité. Comment réaliser et prendre conscience qu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. Par exemple, si vous supprimez des aliments de votre alimentation, le fait d'avoir un trouble de la perception corporelle quand vous regardez dans le miroir, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, une grande perte de poids, une aménorrhée. Alors l'aménorrhée, c'est un trouble au niveau hormonal, par exemple avec un arrêt des règles. Manger beaucoup plus rapidement, en grande quantité, manger seul, par peur justement de montrer ce qu'on mange, de cacher un peu ce qu'on va manger, cette culpabilité qu'on peut avoir après, manger sans faim et avoir justement ce sentiment de vouloir se débarrasser. Donc ça peut être le fait de se faire vomir, de prendre des laxatifs ou d'avoir une activité physique excessive. Et c'est en allant voir quelqu'un justement qu'on va pouvoir confirmer ou non le diagnostic, mais bien évidemment il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, mais il faut quand même en être conscient et ne pas le nier. Justement, moi j'ai eu cette grosse période de déni où j'acceptais pas du tout, je me disais mais non, donc mes parents ils ont commencé à remarquer que je mangeais plus comme avant. Souvent mon père il servait tout le monde, je voulais pas qu'il me serve. Ou alors je restais regarder derrière lui, voir qu'est-ce qu'il mettait dans mon assiette et je lui disais stop, arrête de me servir, là j'ai assez. Tout de suite mes parents ils s'en sont rendus compte. Et là je pense que aussi je suis très reconnaissante d'avoir eu mes parents qui m'ont accompagnée vachement parce que tout de suite, ils ont pris en charge le truc, quoi. On est allé voir le médecin ensemble. Et là, le médecin, elle a dit, bah oui, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là qu'elle m'a un peu mise en garde sur le fait que, bah voilà, si je continuais cette perte de poids, en fait, excessive et ce contrôle excessif, j'allais juste me retrouver à l'hôpital, en fait. Et c'est justement quand ta mère est venue t'en parler que c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu avais un trouble du comportement alimentaire ou tu en as été consciente très vite? J'en ai été consciente beaucoup plus tard, justement. C'est-à-dire qu'on m'a pas dit, droit dans les yeux, Romane, tu souffres d'anorexie. Parce que je pense que en fait, le médecin voulait pas forcément que je m'identifie à la maladie et que je me dise en fait je suis juste anorexique. Vraiment, je suis restée dans le déni pendant très 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 longtemps. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Je sais pas vraiment si j'ai eu un déclic, mais en fait, je pense que quand j'ai vu mon entourage, même mes amis, j'en ai parlé au début à mes 2 meilleures copines. Et c'est là qu'elles m'ont dit, bah oui, en fait, Romane, on a remarqué que tu avais perdu du poids, qu'on était inquiète, mais elles savaient pas comment venir m'en parler. Elles avaient peur, en fait, que je me braque ou que je veuille pas en parler. Et elles étaient inquiètes pour moi. Mais à ce moment-là, en fait, aussi, le problème, c'est que je me renfermais beaucoup sur moi-même. Je voulais plus vraiment sortir de chez moi. Même si mes copines, elles me proposaient de sortir, je pouvais dire ouais, ok. Et à la dernière minute, je disais, bah en fait, non, je peux pas, je me sens pas bien, je suis angoissée, je viens pas finalement. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont eu un impact sur tes débuts Je pense, ouais. Parce qu'en fait, sur les réseaux, tu vois aussi... moi, je me sentais pas légitime d'être malade parce que je me trouvais pas suffisamment maigre par rapport à ces personnes que je voyais en fait. Il y a cet aspect physique qui joue énormément. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui est tellement toxique, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que les réseaux là-dessus, ça a un gros impact. Comment tu as commencé à te faire aider? C'est-à-dire que tu as commencé à aller voir un médecin? Ouais, médecin généraliste d'abord. Okay. Elle nous a donné le contact de la psychiatre. Moi, je voulais pas y aller. Moi, je voulais pas y aller, je voulais qu'on me laisse tranquille. C'est ma mère qui a tout géré pour moi. J'ai commencé à voir cette psychiatre et là, du coup, je la voyais à peu près tous les 3 semaines, je pense. Pendant cette période-là, j'ai commencé à compter mes calories. J'avais une note sur mon téléphone, je notais tous les jours. Je notais tout et je sais plus combien de calories je voulais pas dépasser. J'étais satisfaite à la fin de la journée si je voyais que j'avais pas dépassé tant de calories dans ma journée. Le problème, c'est que à côté de mes TCA, j'ai développé une forme d'anxiété sociale très importante. Du coup, j'arrivais plus à aller en cours. C'est très lié. Ouais. Et j'ai plus été en cours quasiment toute l'année scolaire en fait. Du coup, là, j'étais vraiment chez moi, exclue, je sortais pas. Je faisais mes cours à distance. Les seules sorties que je faisais, tous les jours, je sortais en fait dehors marcher parce que je supportais pas de rester rien faire à l'intérieur et de me dire, encore une fois, j'ai pas brûlé assez de calories dans ma journée, même si en soi, je mangeais pas beaucoup. Donc, donc tu sortais quand même dehors, juste pour marcher et juste pour dépenser des calories. Mais encore une fois, en fait, j'avais cette anxiété sociale qui faisait que quand je sortais, j'espérais que j'allais croiser personne que je connaissais. J'étais extrêmement sensible, j'étais très irritable aussi. C'est ça le mot que je cherchais. Je pouvais m'énerver pour un rien. Ça touche le cerveau directement qui est glucodépendant, qui dépend de glucides justement, de glucose.
Donc si on en manque, forcément, on est Ouais. très irritable. J'ai réussi à tenir jusqu'au mois de juin pour passer mon bac. Donc du coup là, le médecin, enfin la psychiatre m'avait prescrit des compléments alimentaires. Donc du coup, je prenais mes compléments tous les soirs. Et ça, je les prenais pour le coup. Ok. Je sais pas par quel miracle je me disais je les prends. Parce que sur le complément, il y a marqué tant de calories. Et c'était le double de ce que je mangeais en une Mais journée tu les habituellement. prenais. Je les prenais. Pourquoi tu les prenais? Je pense que je voyais ça comme un médicament. Et Et bon, pas comme de la nourriture? ouais, j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac. Félicitations. J'ai eu mon bac, mention très bien, je sais pas par Ah, quel génial. miracle. Donc l'été est passé. T'avais toujours tes suivis psychiatres? Ouais, donc ça en fait, je l'avais mes suivis psychiatre vraiment tous les mois, tous les 3 semaines, vraiment tout le long jusqu'à mon hospitalisation. Alors pourquoi t'as été hospitalisée? Parce que j'avançais plus. J'avançais Ouais. plus du tout, donc en fait j'ai commencé donc, ma fac de sociaux. J'arrivais pas à aller vers les autres et puis il y a des journées j'étais au bord du malaise en fait. Il y a des journées je me sentais pas bien, je rentrais tous les soirs en pleurant. J'allais plus à la fac parce que du coup j'étais en arrêt maladie. Je faisais plus rien de mes journées. Je mangeais toujours aussi peu. À ce moment-là mes compléments alimentaires je les prenais plus vraiment. Donc là j'étais vraiment sur un schéma de je rechute complètement. On a décidé du moment où j'étais hospitalisée, j'ai dit ok, une semaine après je suis rentrée en hospitalisation. Ok. J'étais dans un petit service, donc moi du coup j'étais en hôpital psychiatrique. Et donc là en fait tu rentrais à l'hôpital et tu avais un contrat avec le médecin. Contrat de poids de sortie, donc il fallait qu'à ta sortie tu aies atteint un poids qui te permette de rester en vie, enfin de plus être en urgence vitale quoi. Donc tu rentres à l'hôpital, donc du coup t'as pas de ton téléphone. Un mois de séparation familiale, amicale, tout ce que C'est tu ça, veux. c'est que tu te retrouvais, t'es vraiment séparée de ta famille, Ouais. de tes amis. En réalité ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Parce que du coup, j'avais plus besoin en fait d'envoyer des messages pour me justifier, dire oui ça va pas. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de pas avoir mon téléphone. C'est bien. Ouais. Il fallait que je prenne à peu près, en idée, il fallait que je prenne 7-8 kilos à peu près pour être à un poids qui me permette de sortir. Ok. T'as réussi ça? Ouais. T'avais pas vraiment le choix. Oui. T'avais pas vraiment le choix. Et ça t'a fait du bien de Alors, reprendre ces 7-8 kilos? Non. Bah après, je suis retournée à l'hôpital encore après en fait. Ouais. Parce que dans cette maladie, tu peux avoir des rechutes. Ouais. Tu peux avoir des moments où tu as l'impression que ça va beaucoup mieux, des moments où tu rechutes. Je me suis vraiment liée d'amitié avec une fille qui est à l'hôpital, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et je me suis vraiment liée d'amitié avec elle. Et on n'était pas dans une amitié toxique où on allait se comparer ou quoi. Enfin, vraiment, on se rassurait comme on pouvait en fait l'une et l'autre. Et on se comparait pas, on disait pas à quel point on pesait à l'autre. Enfin, voilà, on savait qu'il y avait des choses à dire et à pas dire pour pas se comparer à l'autre, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est bien, Ouais. c'est important. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé d'être avec elle à ce moment-là parce que bah, du coup, on passait nos journées ensemble. Je regrette pas du tout mes hospitalisations. Même si quand j'étais sur place, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, et vraiment, des fois, j'étais énervée contre la terre entière, parce que vraiment, je savais même pas de pourquoi j'étais énervée, mais je me disais, j'en ai marre qu'on me force à manger. Je revois, mais il y a des plats, mais au début de mes hospitalisations, je revois les plats que je mangeais, je les ai en tête, ils m'ont traumatisé ces plats-là. Et après, au fur et à mesure, bah, tu finis par finir tes assiettes. Et du coup, on faisait des points, on essayait de faire des exercices pour essayer de prendre conscience de ton corps par rapport à la dysmorphophobie. Essayer de prendre conscience des formes de ton corps. Donc, on avait par exemple, on nous prenait en photo dans tous les sens. On nous montrait les photos. On nous demandait un petit peu comment on se voyait dessus. Est-ce qu'on s'aimait sur ces photos? Est-ce qu'on se voyait... Enfin, comment on se voyait? Est-ce qu'on se voyait plutôt gros, plutôt maigre? Il y a un autre truc qui m'a vachement fait prendre conscience là de ma maigreur. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont mis sur une feuille blanche et ils ont tracé le contour de mon corps avec un stylo. Ensuite, je suis partie de la feuille et j'ai dit à l'infirmière, je lui ai dit, mais c'est pas moi ça. Je lui ai dit, c'est pas moi. Elle me dit, ben Romane, tu vois bien que j'ai fait le tour de ton corps. Et elle me le disait, là tu vois bien, hein, le stylo, il fait le tour de ton corps, tu le sens bien. Parce qu'elle savait qu'après, j'allais lui dire que c'était pas moi. Puis je regarde la feuille et je me dis, ah ouais, on a été vraiment très bien accompagnés. Bah, au final, je pourrais même pas vraiment dire comment... Toi, t'as réussi à t'en sortir? Ouais, bah en fait... c'est sûr que la réponse, c'est de se faire aider. Je pense que ton hospitalisation t'a énormément aidé. Tes proches, ta maman, ils ont été très soutenants. ton papa, les copines que tu t'es faites, je pense que ça t'a énormément aidé. En fait, je pense que c'est se faire bien entourer et se faire accompagner. Et je pense que l'hospitalisation, en fait, c'est la
première étape. Parce que là, du coup, tu prends conscience de la maladie. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais. Je sors du déni, je prends conscience de la maladie et je me rends compte que oui, je suis arrivée à un stade où si je me fais pas hospitaliser, je m'en sortirai pas. Après, l'hospitalisation, elle n'est pas obligatoire. Tu peux te sortir de ton trouble du comportement alimentaire avec un suivi extérieur, avec des consultations extérieures. Moi, j'étais à un stade où je devais être hospitalisée. Bien sûr. Et en sortant après, il faut qu'en fait, tu arrives à reprendre les habitudes un petit peu que tu avais à l'hôpital, que tu reprennes ton rythme de repas, que tu arrives à te sortir de l'isolement. Que tu te sociabilises. Ouais, que tu te resociabilises. Et ça, c'est super important. Donc moi, en fait, du coup, je suis sortie fin juin et j'ai trouvé un travail pour l'été. Et ça m'a reboosté vraiment, vraiment. S'occuper, se donner Ouais, des activités. exactement. Aujourd'hui, comment tu te considères? Tu te considères... Je pense que déjà, je vais beaucoup mieux. Et je pense que toutes ces rechutes en fait que tu peux avoir, faut l'accepter. Je sais que j'ai été au plus bas et je sais que j'étais pas bien. Et même si ce corps-là que j'avais, il y a toujours des fois dans ma tête, il y a toujours des petits moments où je me dis, j'aimerais bien retrouver ce corps. Alors que il n'avait rien à envier ce corps en fait. Et après, du coup, rapidement, dans mon cerveau, je me remets en question et je me dis non. Non, parce qu'en fait, ça t'a tellement mené au plus bas. Tu voyais plus personne, t'étais renfermé sur toi-même. T'étais dans une dépression sévère, dans une dépression chronique, où tu savais plus comment t'en sortir. T'avais des médicaments, en veux-tu, en voilà, parce que tu ruminais tellement. Ce qui m'a aidé aussi, c'est beaucoup d'écrire. D'écrire sur ce que je ressentais. J'ai des carnets et des carnets à l'hôpital, j'écrivais tous les jours. Et à côté de ça aussi, j'ai commencé, en fait, à ma première sortie d'hospi, un suivi avec une psychologue que je vois toujours aujourd'hui. Ça, c'est important. Ouais. Allez voir un psychiatre, psychologue, Ouais. c'est super important de le faire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour une personne là aujourd'hui qui souffre de troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie mentale, que ce soit la boulimie ou l'hyperphagie? Quels sont pour toi les points importants qu'il faut mettre en place pour réussir à s'en sortir aujourd'hui? Premier point, c'est d'en parler autour de soi. Après en avoir parlé aux proches, aller consulter un médecin. Ou alors tu peux commencer un suivi psychologue. Dans mon cas, ça m'a énormément aidé et ça m'a aidé à me remettre sur pied parce que j'étais arrivée à un stade où je voyais plus le bout. Moi j'ai envie de dire tout simplement réapprendre à manger équilibré, comprendre le fonctionnement du corps. Ouais. Pourquoi finalement on a besoin de manger? Comment ça marche? Ouais, je pense qu'il faut se déculpabiliser et se dire en fait mon corps c'est ce qui me sert à vivre. Quand tu manges de façon équilibrée, tu as beaucoup plus d'énergie. Et en fait, c'est ça, il faut essayer d'assimiler ce que tu manges à de l'énergie. Il faut réapprendre à prendre sa vie en main. Ouais. Et je pense que le fait même d'en parler là aujourd'hui, je suis sûre que ça te fait du bien. Ouais. Parce que tu te dis, en fait, derrière, il y a des personnes qui vont l'écouter. C'est possible d'aller mieux. Maintenant, comme je te disais, oui, il y a toujours des moments où j'ai des petits blocages, où il y a des pensées de la maladie qui me reviennent en tête, mais je vais beaucoup mieux. Là, si tout à l'heure, ma mère, elle me dit ça te dit on va au resto ce soir, je vais dire avec plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu arrives à réintégrer des plaisirs, à manger équilibré? Ouais. Alors après, ça dépend des jours, évidemment. Il y a des moments où je vais avoir des petits blocages, je vais me dire oh là, je sais pas, j'ai peur de culpabiliser. En fait, maintenant, c'est plus une peur de culpabiliser, de me dire j'ai peur de culpabiliser parce que je sais après comment ça va réfléchir psychiquement dans ma tête. Mais après ça, tu te dis au pire, il va rien se passer. Ça va juste te faire du bien. Il va rien bien. se passer, c'est ça. Et après tout ça, je pense que c'est des moments au début, c'est important de les faire avec des personnes, par exemple. Se faire entourer. Ouais, faire des restos ou faire des moments comme ça avec du monde pour pas te sentir tout seul après avec cette culpabilité que tu as en toi. Ne plus manger seul. Ouais. Manger en famille, manger avec des amis. Et réapprendre justement à manger pour le plaisir avant tout et pas manger pour manger. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Romane. C'était très très intéressant et c'est important d'en parler vraiment. Ouais. C'est important de se faire aider, de ne pas avoir peur de le faire. Et merci à toi Zoé de m'avoir proposé de venir faire cette vidéo avec toi parce que c'est un sujet qui me tient quand même vachement à cœur. Et c'est possible d'aller mieux et c'est cool. Merci beaucoup Romane. Merci à toi. Super intéressant. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit like, des petits commentaires, me dire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.